Reconnaissez-vous ce cryptogramme? Ce cryptogramme signifie tout simplement que le dispositif sur lequel il est imprimé ne peut être réutilisé. Il est donc à usage unique. On le retrouve sur des kits stériles, des tubulures de chirurgie par exemple, et depuis quelques années, il est apposé sur certains traitements endodontiques. S'agit-il d'un simple effet commercial ou cela se justifie-t-il vraiment? Et dans ce dernier cas, qu'est-ce qui le justifie? C'est le sujet que je vous propose d'aborder cette semaine dans la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Depuis la mise sur le marché des instruments en rotation continue, une question taraude n'importe quel utilisateur. Combien de fois je peux réutiliser mes instruments avant de les jeter? Bien entendu en les stérilisant entre chaque patient. Il y a en fait deux problèmes derrière cette question. Il y a le problème mécanique et le risque de fracture qui augmenterait avec le nombre d'utilisations, de cycles de stérilisation et surtout, il y a un problème de stérilisation des limes. Voyons dans un premier temps le risque mécanique lié à la réutilisation de ces instruments. Il y a deux grands types de fractures pour un instrument endodontique, la fracture à la torsion et la fracture cyclique. La fracture à la torsion survient lorsque une partie de l'instrument est bloquée et que le reste de l'instrument est toujours en action. Par exemple, si la pointe d'un instrument est bloquée dans un canal et que l'on poursuit sa mise en rotation, eh bien, il finira par se fracturer juste au-dessus de la partie immobilisée. Pour la prévenir, il suffit de s'assurer que le canal est perméable et que son diamètre est supérieur à celui de la pointe de l'instrument. Et si le canal est très fin par exemple, l'utilisation de préélargisseurs est conseillée. Pour en savoir plus, je vous invite à revoir la parole d'expert numéro 12 qui traite spécifiquement de ce sujet en détail. Ce qui nous intéresse plus ici, c'est la fracture à la fatigue cyclique. Comme tout alliage, bien que ce problème ne se limite pas aux matériaux, aux métaux d'ailleurs, le nickel-titane accumule des stress au fur et à mesure de son utilisation. Ce stress est d'autant plus important que les canaux sont courbes, qu'ils sont étroits et que leur accès est compliqué. Cliniquement, on sent lorsqu'un instrument souffre ou qu'au contraire, il travaille sans contrainte. Mais ce ressenti est parfois trompeur d'ailleurs. Malheureusement, aucun système ni dispositif ne nous permet de quantifier le stress accumulé au cours de la vie d'un instrument, ni au cours d'un traitement, et encore moins lorsque les instruments sont réutilisés et que les stress s'accumulent. Il y a un conseil qui circule, conseil qui dit que l'on peut utiliser ces instruments 10 fois. Je n'ai aucune idée personnellement d'où vient ce 10 fois. Je ne sais même pas s'il s'agit de 10 canaux ou de 10 dents, ce qui n'est d'ailleurs pas la même chose. Idéalement, il faudrait pouvoir matérialiser le stress accumulé au cours de la vie d'un instrument. Il y a quelques années, j'avais proposé une astuce basique qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui peut vous aider dans votre exercice au quotidien. La seule règle est que les instruments d'une séquence ne doivent jamais être séparés. Ils commencent leur carrière ensemble et sont jetés en même temps. Même si au final, on le sait, les instruments d'une même séquence ne souffrent pas tous de la même façon. Sur le séquenceur, un instrument supplémentaire, un tiernaire par exemple, est ajouté. Et au fur et à mesure des traitements, l'assistant place un stock de couleurs à chaque utilisation du kit. Et à chaque couleur est attribué un code. Par exemple, 1 pour le vert, 3 pour jaune, 5 pour rouge, 10 pour noir, etc., etc. Ainsi, en fonction de la difficulté du cas, il suffit d'annoncer à l'assistante la couleur du stop à mettre sur le tiernaire. Le kit part alors en cycle de nettoyage et de stérilisation jusqu'à la prochaine utilisation. Au cas suivant, lorsque l'assistante reprend le kit, il lui suffit de compter le nombre d'unités et de choisir un des kits en cours approprié pour la dent à traiter. S'il s'agit d'une incisive simple, un kit déjà avancé pourra être utilisé. S'il s'agit d'une molaire, on préférera un kit avec peu d'unités. Et si la dent est évaluée comme très difficile, il est conseillé alors de prendre un kit neuf. Et en calculant ces unités, on considère qu'à 10 unités, le système doit être jeté. Tiens, on retrouve le nombre 10. Encore une fois, ce concept est rudimentaire et il reste très empirique. Rien de scientifique derrière ça, mais il peut peut-être vous aider. Un conseil cependant, quand on a un doute, il n'y a pas de doute. Un doute sur une fragilité d'un instrument, changez-le de suite. Pourtant, on ne sait pas pourquoi, parfois on sent qu'il ne faut pas y aller. Et on y va quand même. Et la sanction est immédiate. La nature humaine, quoi.
Depuis l'apparition de la réciprocité, la notion d'usage unique est devenue encore plus préoccupante. Et s'il est difficile d'évaluer le stress accumulé sur un instrument en rotation continue, il apparaît encore beaucoup plus difficile et aléatoire d'essayer de quantifier sur des instruments qui subissent des va-et-vient en permanence. Les industriels étant particulièrement concernés par les risques de fracture, ils anticipent ces risques en recommandant, au moins sur leur documentation, l'usage unique. Ils vont même émettre des dispositifs empêchant la stérilisation des limes. Cette fameuse bague qui gonfle à l'autoclave sur le Wave One par exemple. Alors, véritable précaution ou tout simplement effet commercial pour pousser à la consommation? Honnêtement, je n'en sais rien. Pour terminer, voici la véritable origine de la recommandation de l'usage unique de ces instruments. L'origine est britannique. En 2007, David Sontag et Ove Peters publient un article sur le nettoyage et la décontamination des instruments d'endodontie entre chaque patient. Pour tester ces processus, ils ont contaminé les instruments, puis ont procédé au cycle conventionnel de stérilisation avant de vérifier la parfaite désinfection après nettoyage et stérilisation. En conclusion, ils démontrent que malgré tous les soins apportés, il est impossible de stériliser complètement des limes d'endodontie. Et cette impossibilité est liée à la forme de ces instruments. Cet article a évidemment fait prendre conscience à la profession du problème et du risque de contamination croisée entre patients. Il aurait pu passer inaperçu et pourtant ce manuscrit a eu un effet incroyable, notamment en Grande-Bretagne. La raison? Les auteurs avaient utilisé du prion de souris. Le prion a bien mauvaise presse en Grande-Bretagne, comme vous le savez, depuis les années 90 et l'affaire de la vache folle et de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les Anglais ont été particulièrement sensibles à ce manuscrit et dans un souci de précaution, le gouvernement a formellement et très rapidement interdit la réutilisation des instruments endodontiques dans un cabinet dentaire. Est-ce justifié ou non? Là n'est plus la question, à moins de précision que le prion de souris, lui, est inoffensif. Alors, est-ce que tout cela justifie vraiment une utilisation à usage unique des instruments? La question ne se poserait pas, en fait, si le tarif de ces instruments n'était pas ce qu'il est et que leur prix n'augmentait pas tous les ans aussi vite. Je n'ai pas de solution ni de conseil à donner. En milieu hospitalier, nos instruments sont à usage unique, mais il faut prendre aussi en considération que le coût des cycles de stérilisation hospitaliers sont tels qu'au final, la question ne se pose plus de la même façon. Voilà. Une partie de l'essentiel est là, mais la question peut largement être approfondie. À très bientôt.